Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire ce mardi, le processus de paix est-il menacé en Centrafrique? Eh bien, 5 des 14 groupes armés signataires de l'accord de paix de Khartoum désavouent d'ores et déjà le nouveau gouvernement. 16 milliards de dollars, c'est le montant des pertes enregistrées par le Nigeria au profit des compagnies pétrolières. Une révélation faite dans le nouveau rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives du Nigeria. Et puis les étudiants retrouvent progressivement le chemin des amphithéâtres en Côte d'Ivoire. Les enseignants ont décidé de suspendre leur grève suite à la libération de leurs collègues. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Monsieur Brice Nzamba, bonsoir. Bonsoir Graziella. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec nous également Monsieur Mama Zong, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre aimable invitation. Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. À peine dévoilé et déjà contesté. Un nouveau gouvernement a été nommé ce dimanche en Centrafrique, un gouvernement de 37 ministres qui se voulait inclusif mais qui est d'ores et déjà désavoué par 5 groupes armés signataires de l'accord de Khartoum. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamse-Ferhem, on en parle juste après. Un gouvernement inclusif, c'est l'une des exigences de l'accord de Khartoum sur la paix en Centrafrique. Accord signé le 6 février 2019 entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés du pays. Le nouveau gouvernement formé ce 3 mars par le nouveau Premier ministre Firmin Grebada compte en effet une dizaine de ministres issus de 6 groupes armés signataires de l'accord, contre 6 dans le gouvernement précédent. À mon avis, le gouvernement a respecté les clauses de l'accord de Khartoum et a tenu compte donc de la diversité politique. Je pense qu'il est assez inévitable de constituer un gouvernement en Afrique et d'avoir l'unanimité. Au total, 21 postes ministériels régaliens et stratégiques restent inchangés pour un gouvernement de 36 personnes. Des voix comme celle du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique dénoncent un statu quo. Le parti de Noureddine Adam revendiquait 8 postes ministériels, dont la primature. Il en a obtenu 2, le ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques et celui des eaux et forêts. C'est avec un grand regret que le bureau politique du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique informe aux Centrafricaines et Centrafricains ainsi qu'à la communauté internationale que dans les conditions actuelles, le FPRC ne participera pas à ce gouvernement de mascarade. Outre un gouvernement inclusif, l'accord de paix signé sous l'égide de l'Union africaine prévoit également l'engagement à lutter contre l'impunité. Il envisage aussi la cessation des hostilités, le désarmement et la suppression des groupes armés, une décentralisation renforcée ainsi que des mécanismes de justice transitionnelle. Cet accord doit mettre un terme à un conflit de près de 6 ans. Alors, Monsieur Zong, gouvernement de mascarade, on l'a entendu, c'est ce que pensent certains groupes armés. Est-ce que ce gouvernement respecte, selon vous, l'accord de paix de Khartoum? Alors, il faut d'abord noter que c'est le 8e accord depuis 2013, sans parler de l'intervention des forces de l'ONU. Et après une intervention également de l'armée française. Cet accord comporte un certain nombre de clauses, mais il faut dire qu'il n'a pas été extrêmement précis en ce qui concerne le quota du nombre de ministres issus de l'opposition armée qui contrôle une bonne partie du territoire centrafricain. 80% du territoire. Voilà. Pendant très longtemps, l'armée tchadienne, les forces de M. Idriss Déby Itno, a plus ou moins contribué à défaire les chefs d'État installés en République centrafricaine. Or, il y a une nouvelle donne dans la situation actuellement telle qu'elle prévaut en République centrafricaine, c'est que les Russes sont assez présents au niveau des forces de sécurité du président Touadéra, et cette présence
assez visible des Russes en territoire centrafricain gêne énormément les intérêts français et d'autres intérêts encore. Donc la première question qu'on est en droit de se poser, est-ce que cette façon de se retirer de l'accord ne cache pas un agenda qu'ils ne veulent pas dire? Est-ce qu'ils veulent reprendre la lutte armée ou bien est-ce qu'ils exercent de pression pour pouvoir obtenir le plus de postes ministériels dans ce gouvernement qui est dirigé par l'ancien directeur de cabinet du président Touadéra? Alors, Monsieur Zamba, il est vrai que les enjeux sont énormes, notamment sur le plan économique. Vous pensez, comme vient de le dire Monsieur Zong, qu'effectivement il y a une espèce de main invisible derrière cette crise que traverse la Centrafrique? Écoutez, moi je pense qu'il peut toujours avoir une main invisible, puisqu'on est en politique, et en politique, souvent, tout est question de rapport de force. Moi je pense que cet accord visait avant tout à mettre fin aux crises militaires, aux crises armées répétées que la Centrafrique a connues. Mais est-ce que tout le monde, justement, a intérêt à ce que la paix revienne? J'en arrive parce que en fait, toute la question, c'est dans la compréhension du terme inclusif. Voilà. C'est-à-dire que l'accord est dit, cet accord exige qu'on puisse mettre en place un gouvernement inclusif. Alors, est-ce que dans l'inclusion, cela implique que tous les signataires de l'accord doivent être présents dans le gouvernement? Est-ce que dans cette inclusivité, cela implique simplement qu'il y ait par exemple que certains représentants de groupes armés puissent apparaître dans le gouvernement, mais que ceux qui ne sont pas dans le gouvernement peuvent apparaître dans d'autres instances de pouvoir? Alors toute la question est là en fait. Et le débat, à mon avis, c'est d'abord un débat un peu sémantique dans la compréhension du caractère inclusif du gouvernement qu'il fallait mettre en place. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il me semble que c'est une question ensuite de rapport de force, puisqu'on a un gouvernement qui est à la manœuvre. On l'a dit tout à l'heure que le gouvernement, à la vérité, le gouvernement ne contrôle que 20% du territoire. Donc si on doit rester dans le cadre du rapport de force stricto sensu, on devrait dire que c'est plutôt les groupes armés qui contrôlent une bonne partie du territoire centrafricain. Donc le rapport de force, en tout cas brut, le rapport de force brut est plutôt à leur avantage. Alors la difficulté, c'est que ces groupes armés sont eux-mêmes, je dirais, divisés entre eux. Donc ce qui fait que la division interne à ces groupes armés ne permet pas de dire objectivement que ces groupes armés contrôlent. En fait, que chaque groupe armé, pris isolement et pris de façon individuelle, puisse constituer une force. Donc, le fait qu'il y ait un certain nombre de groupes armés qui se désolidarisent du gouvernement et peut-être même de l'accord, c'est de nature à mettre la pression sur le gouvernement, parce que le gouvernement, en tout cas le régime du président Touadéra, voulait à tout prix maintenir sa force, maintenir sa prépondérance au sein du gouvernement, notamment au niveau des postes régaliens, parce que gouverner, c'est prévoir, c'est-à-dire que le gouvernement aura pour finalité certainement de préparer les élections, et donc qui dit préparer les élections dit il faut contrôler les ministères les plus opérationnels dans cette entreprise de conservation du pouvoir, et pour finir, il y a le jeu des puissances aussi. Donc je pense qu'on aura le temps de développer ça. Et je pense que si le président Touadéra peut, je dirais pas prendre le risque, mais peut s'autoriser à pouvoir ne pas aller dans le sens de faire plaisir aux groupes armés, c'est que forcément il sait qu'il a confiance. Il sait que sa base militaire est certainement aujourd'hui suffisamment puissante pour faire face à des offensives. Alors justement, les groupes armés aussi semblent très confiants. Abakar Sabon, qui est le conseiller politique et le porte-parole du FPRC, qui est un des plus grands groupes armés, a déclaré, je cite, « Nous donnons au gouvernement 72 heures pour revoir la composition de ce gouvernement. Passer ce délai, nous allons devoir prendre nos responsabilités. » Monsieur Zong, c'est une véritable mise en garde. Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire avec des ultimatums? Le président Touadéra, je tiens à le rappeler, a été élu. On peut discuter, n'est-ce pas, de conditions de son élection. Néanmoins, il a été élu. Et M.
Sabon, comme son chef, M. Noureddine, sont des anciens rebelles de la Séléka qui ont fait une espèce de mutation en une multitude de fronts avec des sigles divers et variés. Soit on est dans le cadre d'une négociation qui a abouti sous l'égide de l'organisation, sous l'égide de l'Union africaine, et il s'agit donc de mettre en place cet accord-là dans ses différentes facettes. Il me semble plus pertinent de se retourner vers les négociateurs, ceux qui ont aidé, n'est-ce pas, la médiation au niveau de la négociation, afin qu'on puisse trouver quelque chose qui puisse quand même ramener la paix en République centrafricaine, parce que dans ce pays-là qui est déchiré depuis des années, on ne s'occupe plus du développement, on ne s'occupe plus de l'éducation, on ne s'occupe plus de la santé. Et ces groupes rebelles multiples et variés qui évoluent aussi bien au niveau de la frontière centrafricaine que de la frontière avec le Tchad et le Soudan, vivent de toutes sortes de trafics, et que apparemment ce serait beaucoup plus rentable pour eux de continuer à gouverner une portion du territoire centrafricain plutôt que de se mettre au travail afin de trouver une solution pacifique. Alors, Monsieur Nzaba, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, en fait, ce que je voulais dire, on en revient encore au rapport de force, parce que quand on prend le temps de lire un peu l'accord, c'est-à-dire que dans cet accord de Khartoum, il est prévu un mécanisme de suivi et de mise en œuvre et de suivi de l'accord. Oui. Voilà, je pense que quand apparaissent les premières difficultés, puisque quand les gens négocient pour résoudre un conflit, et comme vous l'avez dit, c'est des négociations qui viennent de loin, hein. Il faut dire que c'est parti depuis l'initiative africaine pour la réconciliation en Centrafrique, depuis le Gabon, depuis juillet 2017, ça fait tout un schéma. Et aujourd'hui, avec l'accord de Khartoum, pour une fois, on a quand même l'accord, je dirais, aussi bien du gouvernement que des rebelles, que des groupes armés, pour instaurer, pour déjà reconnaître la nécessité d'un État unitaire, en fait, d'un État unitaire et des institutions de l'État, puisqu'il y avait déjà même des velléités de sécession en Centrafrique, comme on le sait. Mais aujourd'hui, il appartient aux facilitateurs, c'est-à-dire à tous ceux qui ont contribué à ce que cet accord voit le jour, au mécanisme de mise en œuvre et de suivi. J'espère qu'ils ont eu le temps de le mettre en place. Bon, ça aussi, c'est à voir. De pouvoir attirer l'attention de tous les signataires, que quand il y a une première difficulté dans l'application d'un accord, bon, ce n'est pas le moment de faire des appels ou des ultimatums. Mais à mon avis, tout ça, on est dans la stratégie. C'est la guerre psychologique. Voilà, c'est-à-dire que quand on est dans un rapport de force, il y a ce qu'on appelle l'escalade. Il y a d'abord les paroles, les échanges de paroles, et puis il y a ce qu'on appelle les sommations. C'est-à-dire qu'il y a les premiers actes qu'on commence déjà à poser, mais encore un peu fébriles pour dire à l'adversaire, attention, nous sommes prêts à aller loin. Et ça peut aller plus loin. Donc moi, je pense que il faut raison garder, et la Centrafrique vient de loin. Ce serait quand même dommage qu'avec un accord aussi bien équilibré, que cela puisse produire la confusion. Alors, vous parliez, allez-y. Oui, il faut d'abord, il faut voir, n'est-ce pas, la situation de la République centrafricaine. Il y a le Tchad derrière, qui est un allié inconditionnel des différents gouvernements français. Et la France voit d'un très mauvais œil la présence des Russes et l'influence qu'ils peuvent avoir, n'est-ce pas, dans ce pays-là. Je pense que ces mouvements rebelles, qui ont souvent pignon sur rue, se réunissent plus ou moins régulièrement dans certaines villes du Tchad. Certains ont même leur famille qui réside dans ce pays frontalier. Donc je pense qu'il faut veiller, n'est-ce pas, à ce que cet équilibre-là puisse être absolument gardé et consolidé, et veiller à ce que les intérêts, surtout des puissances étrangères comme la France, ne viennent pas perturber quelque chose qui est déjà très très fragile. Je voudrais continuer là juste sur le mot accord inclusif. C'est vrai qu'au niveau du champ lexical, on peut avoir plusieurs interprétations, mais je n'ai jamais vu un accord signé entre des groupes rebelles et un gouvernement
reconnu par la communauté internationale, où tous les participants doivent entrer au gouvernement. Gérer un État, il ne s'agit pas seulement d'être au gouvernement, il y a plusieurs façons. Et d'ailleurs, je crois qu'on sent pointer une espèce d'amertume là de la part de M. Noureddine, parce que je crois qu'il visait la primature. En fait, c'était un de leurs objectifs, une de leurs exigences. Légitime, je ne pense pas que ça puisse être légitime. On ne peut pas confier la primature non, mais il a le droit de prétendre, vu son positionnement stratégique je dirais, dans le dispositif des groupes armés en Centrafrique. Noureddine Adam a une capacité de nuisance importante, et donc sa participation effective à cet accord, notamment en détenant un poste de primature, pourrait participer précisément à asseoir cet accord et à permettre certainement au président Touadéra d'avoir un allié, sans avoir un allié objectif, je veux dire, dans la mise en œuvre de l'accord. Donc je pense que c'est légitime, et je pense, de mon point de vue, que le gouvernement, le président Touadéra est légitime, on l'a dit, il a été élu, mais une fois qu'on signe un accord pour mettre en place un gouvernement inclusif, ça peut être un bon signe d'ouverture, un bon signe d'apaisement, qu'est de désigner un Premier ministre, quitte à garder par la suite les ministères régaliens. Parce qu'il me semble trop en vouloir que d'avoir la primature et 20 ministres, des ministres qui occupent des postes régaliens. Je pense que c'est une manière de dire aux autres, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui gère, et vous, si vous n'êtes pas content, ben tant pis. Et pour vous, c'était une erreur du gouvernement? C'est une erreur de manœuvre. Je ne pense pas que ça puisse être une erreur du gouvernement. L'expérience, n'est-ce pas, des accords signés avec des mouvements politico-militaires nous enseigne quand même qu'il faut aller avec beaucoup de doigté et avec beaucoup de prudence. Je tiens à rappeler par exemple que l'ancien président du Tchad, Hissène Habré, avait signé un accord avec le général Maloum. Cet accord-là lui a permis essentiellement de renforcer ses capacités militaires pour par la suite déclencher une guerre dans la capitale parce qu'ils étaient déjà suffisamment bien implantés. Donc je pense que l'expérience tchadienne là... C'est de la stratégie. Le Tchad, c'est quand même un voisin de la République centrafricaine. Oui, je crois que l'expérience tchadienne doit pouvoir servir, et 21 ministres dans un gouvernement ou donner... Il faut que les choses aillent progressivement et que les rebelles progressivement, ils n'ont pas gagné militairement, que je sache. C'est un accord. Mais ils contrôlent 80% du territoire quand même. C'est pas rien. Oui, pas rien. Mais ils sont tellement divisés, chacun a un fief à lui. Ça aussi, je suis d'accord. Mais tous ensemble, ils ont une capacité de nuisance, et entre eux, il y en a qui sont plus nuisibles que les autres. Ça, on le sait. Donc moi, je pense que dans la stratégie, il aurait été plus intéressant pour le président Touadéra de pouvoir contenter des groupes, des chefs de groupes rebelles qui sont les plus nuisibles ou les plus en vue, histoire d'isoler un peu plus, d'isoler les autres, et progressivement peut-être de créer de la zizanie entre eux, progressivement de les neutraliser, progressivement d'être véritablement le maître du jeu. C'est une question de stratégie, mais quand on veut tout avoir, on finit souvent par tout perdre. Merci Monsieur Nzamba pour toutes ces précisions. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission. À tout de suite.